Bienvenue à l'Axel. Merci pour l'invitation. Je crois que c'est la première fois. Oui, absolument. Et alors évidemment, la santé, on en a fait une petite séquence un peu spéciale parce que c'est quand même le sujet du moment. Et là, pour le coup, je voudrais, pour partager avec ceux qui ne connaissent pas encore Médocteur, un petit film plutôt qu'un long discours. Voici quelques images. Près de ceux qui se trouvent loin de tout. Présent lorsque le temps vous manque. À vos côtés, quand vous ne pouvez pas vous déplacer. Ouvert lorsque les rideaux sont baissés. Là pour vous, pour votre santé. Essentiel à chacun et désormais plus proche de tous. Avec la téléconsultation sans rendez-vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les docteurs sont là. Mes docteurs sont là. Découvrez vos droits à la téléconsultation prise en charge par votre mutuelle sur mesdocteurs.com. Alors Marie-Laure, la téléconsultation, ça a été un des grands sujets du moment. Là, on voit bien qu'on est dans l'univers médical. Hein. Je vois que tu gardes le masque par précaution. Oui, on souhaite être exemplaire en matière de prévention en santé. Et d'ailleurs, grâce à ces usages, j'ai le bonheur qu'aucun de mes salariés n'ait attrapé la Covid depuis le mois de mars. Donc voilà, c'est pour montrer l'exemplarité et le soutien vis-à-vis des professionnels de santé. Donc le cordonnier est plutôt bien chaussé, là, en l'occurrence. On essaye, on n'est pas toujours exemplaire sur tout, mais en tout cas sur la prévention, oui, on essaye d'être exemplaire. Et alors du coup, comment ça se passe? Alors vous, Médocteur, qui êtes-vous? Et finalement, au-delà du petit film qui est magnifique, parce qu'on voit cette dimension humaine qui transparaît, finalement, Médocteur, qu'est-ce que vous faites pour les Français? Alors, Médocteur, la petite histoire et l'ADN, justement pour poursuivre sur qu'est-ce qu'on fait pour les Français. Création en 2015, on est presque des anciens du secteur parce qu'on voit bien qu'il y a un foisonnement d'initiatives et d'entreprises autour de la télémédecine. Nous, on a démarré notre aventure en 2015 avec une préoccupation toute simple qui était de dire on ne peut pas laisser nos concitoyens qui ont une question d'ordre médical aller sur les forums parce que là, c'est le meilleur moyen d'avoir énormément de sources d'inquiétude. Et donc, on a créé l'accès à un médecin en 24/7 directement en B2C. C'est comme ça qu'on a commencé. Évidemment, quel que soit le moment, du jour de la nuit, j'ai un médecin au bout du fil. On a un médecin en moins de 15 minutes. Voilà, parce qu'on pense que c'est important d'apporter de l'information et de la compétence aux citoyens. Donc notre histoire, elle est liée à ça au départ. Nous, qu'est-ce qu'on fait pour les Français, pour les professionnels de santé et pour nos concitoyens? On a deux objectifs majeurs. Le premier, c'est apporter l'accès aux soins. Donc on avait commencé comme ça avec ce téléconseil médical en 24/7. Depuis, on a développé énormément de services qui permettent justement de démontrer cette promesse de l'accès aux soins. L'accès, on sait bien qu'il y a plusieurs composantes dans l'accès. La première chose, c'est, on en entend parler aujourd'hui à l'Axel, c'est l'appropriation des usages du numérique. Et nous, opérateurs de télémédecine, comment on peut répondre à ça? Puisque évidemment, on fait du numérique. Donc, un des moyens très concrets de démontrer notre préoccupation sur l'accès notamment, c'est d'apporter la téléconsultation assistée, c'est-à-dire que je ne suis pas à l'aise avec les usages du numérique ou je n'ai pas Internet chez moi, parce qu'il y a encore quand même 16 millions de Français qui n'ont pas accès à Internet, eh bien je suis assistée dans ma téléconsultation par un pharmacien ou par une infirmière. Donc ça, c'est la première dimension, c'est l'accès chez Médocteur qui est pour nous très importante. C'est pas oublier les oubliés du numérique. Absolument. Ça a été une de vos préoccupations. C'est très important pour nous. Il y a une autre dimension dans l'accès, c'est l'économique, évidemment. Et là, on est dans une période où les situations économiques sont fragilisées pour beaucoup. Et donc, chez Médocteur, un Français sur 3 a accès à de la téléconsultation sans rien avoir à payer grâce à sa complémentaire santé. C'est un modèle qu'on a mis en place dès 2018 avec, aujourd'hui, on a 100 complémentaires santé partenaires chez Médocteur. Et donc, un Français sur 3, 25 millions de personnes ont accès, ils ne le savent pas toujours. C'est la raison pour laquelle on a fait le petit film qu'on vous D'accord, qu'on 25 vous a millions de présenté. personnes, moi je ne savais pas. 25 millions Français. Donc, on sait qu'il y a un problème d'information par rapport à ce service qui apporte par ailleurs beaucoup de valeur ajoutée. Pendant mars-avril, le premier confinement, on a partagé ces chiffres avec la DGOS. On a permis d'éviter 20% de passages aux urgences. Donc, indépendamment de l'accès pour les Français, en plus, il y a un vrai impact sur le système de soins. Et ça, c'est notre deuxième préoccupation chez Médocteur, c'est de contribuer à cette transformation générale du système de santé en France pour permettre justement que ce soit plus pertinent, plus efficace et que ça mette aussi le patient au centre des parcours. Donc, très concrètement, il y a des personnes qui finalement ont pu trouver une
réponse avec ce système. Et donc, ça a évité qu'ils aillent aux urgences alors que leur cas ne le nécessitait pas. Ne nécessitait pas, mais parfois, on n'a pas d'offre de soins à disposition. Parfois, c'est à des horaires où, de toute façon, il n'y a pas d'offre de soins ouverte. Et donc, ça, c'est très important. Donc, ça, c'est vraiment l'ADN de MedDoctors. Ce qu'on fait aussi en pendant, parce que pour nous, c'est très important, le système de soins, il se fait avec les professionnels de santé. C'est aussi des services à destination des professionnels de santé pour leur permettre déjà de gagner du temps, parce que c'est la vraie problématique. Et aujourd'hui, le temps médical disponible, il est extrêmement compté. On sait que les professionnels de santé, ils consacrent beaucoup trop de temps à l'administratif, par ailleurs. Et donc, on contribue à ça, donc aussi bien vis-à-vis des médecins que des professionnels de santé. Depuis qu'on a le droit de le faire, on fait du télésuivi infirmier aussi chez MedDoctors. Donc, il faut penser temps médical aussi avec l'ensemble des auxiliaires et des professionnels de santé. Et c'est en ça qu'on est contributeur à la transformation du système de santé. Et donc du coup, alors cette crise très concrètement, j'imagine que ce tsunami, vous l'avez pris comme tout le monde. Ça s'est passé comment? Tranquillement? Pas du tout. Le tsunami, c'est un bon mot, David. C'est vraiment le bon mot. C'est comme ça qu'on l'a vécu chez MedDoctors. Il faut savoir, MedDoctors, c'est une petite boîte, c'est une start-up. Avant la crise, on était 25. Là, on va finir l'année autour de 40. Donc, on a continué à onboarder parce que nous, forcément, ça a été un tsunami, comme tu le dis très bien. Je peux te dire que les 2 premiers jours, sur le 24/7, donc ce dont on vient de parler dans le film, on a eu des usages qui ont été multipliés par 6. Et on s'est dit jusqu'où ça va aller. Franchement, on a eu quelques inquiétudes. L'eau a monté. La question, c'était est-ce que ça va tenir? Parce que organiser du 24/7, c'est compliqué. Et puis, il y a une deuxième marée pour nous, c'est que le ministère de la Santé a référencé toutes les solutions de téléconsultation, télémédecine à destination des professionnels de santé. Nous, nos 2 services, téléconsultation non programmée et téléconsultation programmée, ils sont sortis dans les 5 meilleurs services avec le meilleur niveau de sécurité. Et du coup, on a eu tout un tas de médecins, d'établissements de santé qui nous ont appelés massivement, écrit massivement en nous disant OK, on a vu que vous étiez très très bien référencés. Par ailleurs, ça fait un moment qu'on échange ensemble, puis on vous avait dit que c'était pas urgent, on n'était pas mûrs. Et là, tout d'un coup, on a eu un afflux de demandes. Et donc, je peux vous dire que pour une petite boîte, ça nécessite une certaine agilité pour répondre à ce flux extrêmement massif de demandes entrantes. Et du coup, ça a été quel impact par rapport à votre activité en termes d'évolution les Français se sont rués massivement sur la téléconsultation? Alors oui, on a vu les usages et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de communication autour de la téléconsultation. Je pense que tous les Français se souviennent du professeur Salomon qui tous les soirs nous donnait les chiffres des nouveaux cas Covid et aussi qui disait utiliser la téléconsultation. Donc on voit bien le gap pour donner quelques chiffres. En 2019, la téléconsultation représentait 75 000. Il y a eu 75 000 téléconsultations en 2019. La semaine du 23 mars, juste la semaine, 1 million de téléconsultations. Donc ça n'a passe de 23 000 à 1 million. Ah oui, je comprends qu'il y a eu un petit coup de chaud dans vos équipes. Donc il y a eu un petit coup de chaud, effectivement, dans les équipes. Ça nous a permis, nous, d'accélérer, évidemment, et notre roadmap et notre organisation. Un truc tout simple, mais qu'on a fait, les équipes ont fait ça de manière absolument remarquable, c'est qu'en quelques jours, on a externalisé notre service client. C'était plus possible, ça pouvait plus tenir, c'était pas du tout prévu pour ça. Ouais. Donc on a dû en permanence s'adapter, avec par ailleurs des clients, des patients, des professionnels de santé qui étaient eux-mêmes dans l'urgence et dans l'inquiétude. Donc beaucoup de rassurance aussi, je ne sais pas trop si ce mot est très français, mais en tout cas, on a vécu vraiment avec beaucoup d'empathie vis-à-vis de nos parties prenantes qui elles-mêmes étaient dans des tsunamis incroyables. Oui, on a tous vécu cette période un peu machine à laver par rapport à nos habitudes. Mais du coup, chez MedDoctors, comment vous avez fait? Parce qu'il fallait quand même rassembler les équipes pour continuer à travailler, pour réaliser cette continuité de service. Alors, on a été en mode gestion de crise, comme toutes les entreprises, je pense. Chez MedDoctors, le numérique, c'est facile, donc on a pu très très vite être tous en télétravail généralisé. Oui, vous avez l'habitude. Ça, on a l'habitude, il n'y a pas de souci. En plus, MedDoctors, on est sur 2 sites. Le siège est à Aubagne, dans le sud de la France. Il y a des équipes à Paris, donc on est très habitué au travail, à distance et en mobilité. Donc ça, je dirais, c'était pas un problème pour nous. Ça s'est fait très facilement. Le tsunami de mars-avril étant passé, on s'est dit, on a gagné des choses quand même dans cette organisation beaucoup plus souple du travail. Et donc, on a fait le choix de partir vraiment en flex office chez MedDoctors. C'est-à-dire qu'on a résilié le bail de nos locaux parisiens, donc un bail dans des bureaux très classiques qui nous convenaient de toute façon plus très bien. Et donc, moi, ce que je me suis dit en tant que, là, pour le coup, dirigeante de MedDoctors, c'est que on avait à gagner à la personnalisation de la relation au travail et que chacun choisisse
son rythme et aussi son lieu de travail. Donc chez soi, dans des bureaux, dans des Vous tierces avez été au lieux. bout de la logique, hein, complètement. On là. essaye, donc c'est une aventure, hein, parce que je peux vous dire que c'était pas forcément tout à fait mûri, anticipé et autres. Pour le Ça a coup, été vraiment une réponse qui nous a paru adaptée à l'état d'esprit de l'équipe et à notre activité. Non, mais c'est un cas qui est très intéressant parce que finalement, cette transformation digitale, parce qu'ici on parle beaucoup d'accélération du numérique, vous l'avez vécu à la fois pour vos clients, vos utilisateurs, mais aussi pour vos équipes en même temps. Absolument. Donc c'est le fameux en même temps, et là pour le coup, chapeau pour avoir géré ces deux problématiques de front. Et maintenant, si on raisonne un petit peu plus sur les marchés, finalement, si on rentre un peu plus dans le détail, la téléconsultation, c'est qui, c'est quoi vos clients ? Donc moi, je comprends qu'en tant que particulier, je peux vous appeler. Je passe par une mutuelle. Ça s'inscrit dans un parcours territorial. Est-ce que je peux le faire moi tout seul ? Enfin, finalement, c'est quoi les différentes modalités ? Et puis finalement aussi les différents marchés que vous adressez. Comment vous les traitez ? Alors, chez Medoctor, on a vraiment une situation très singulière sur le marché puisqu'on a énormément de modèles, en fait, avec différents types d'interlocutions. On a du B2C, c'est l'histoire, la première étape de l'histoire, en accès direct, mais là, on fait uniquement du téléconseil médical. On n'est pas sur de la téléconsultation médicale. Je vous parlais de notre souci d'être dans l'accessibilité chez Medoctor. Et donc, nous, dès le début, on a voulu avoir des modèles économiques qui soient rassurants pour les patients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la téléconsultation, pour être prise en charge par la sécurité sociale, elle doit s'opérer entre un médecin traitant et son patient, pour simplifier. Hors usage de crise Covid, il y a un protocole, il y a des règles, c'est une organisation qui est extrêmement réglementée. Et donc ça, c'est un usage qu'on a évidemment mis en place dès 2019, qui s'accélère aujourd'hui. Donc le patient, il prend rendez-vous avec son médecin traitant ou un médecin qu'il a vu dans les 12 derniers mois, il sera pris en charge, sa téléconsultation sera prise en charge. On a un autre modèle chez Medoctor qui nous paraît être aussi extrêmement intéressant parce que les chiffres de la sécurité sociale montrent bien que de la téléconsultation là où il y a des médecins, ce qui est assez logique vu le cadre. Jusque-là, je te suis effectivement. Et donc ce qui est un peu dommage, c'est que du coup le bénéfice, pas le cas partout. Voilà, c'est pas le cas partout et le numérique doit permettre d'apporter le médecin là où il y en a besoin ou d'apporter l'infirmière ou la sage-femme là où il y en a besoin. Ce modèle-là aujourd'hui, il est en discussion avec les pouvoirs publics, il est en discussion dans les négociations conventionnelles, mais aujourd'hui il est financé par les complémentaires santé. Et donc, c'est quoi le parcours dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, le parcours, c'est de passer par l'espace de sa complémentaire santé. Et donc, c'est là qu'on a accès à la téléconsultation. Et là, on n'a rien du tout à débourser. C'est pris en charge directement par la complémentaire santé. Donc, en tant que patient, on va sur son espace adhérent et on a accès à la téléconsultation en 24/7, sans prendre de rendez-vous, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. D'accord. Donc, il faut que je vérifie, moi, dans mon contrat, typiquement, Absolument. si ma mutuelle... un service Medoctor, Oui. et auquel cas je peux en bénéficier sans passer par ce fameux parcours. Absolument. En cas d'urgence, de besoin, je suis en week-end, je suis en Évidemment, congé, c'est complémentaire, ça n'a pas vocation à se substituer. Ça se complète. C'est complémentaire, on est en déplacement continuité de professionnel. service. Exactement. L'idée, c'est d'apporter, quelle que soit la situation, une réponse de qualité, puisque nous, on milite vraiment pour la télémédecine de qualité. La qualité, c'est la qualité médicale, c'est la qualité de la protection des données, c'est la qualité de l'accompagnement aussi. Parce qu'on a vu beaucoup de gens pendant la crise qui se sont jetés à l'eau de la téléconsultation. Comme il y a 20% de Français qui ont utilisé la téléconsultation et qui n'étaient pas forcément accompagnés. Et nous, chez Medoctor, on a vraiment à cœur d'accompagner très très bien aussi, parce qu'on sait bien que les nouveaux usages, ça s'accompagne. Oui. Et d'ailleurs, sinon, ça peut être une découverte un peu brutale, voire une mauvaise expérience, et finalement, on se détourne de l'objectif de départ. On a aussi beaucoup parlé de coordination sur les territoires, de liens ville-hôpital. Ça, c'est un des sujets qui est ressorti très fortement. L'hospitalocentrisme français. On a bien vu, alors heureusement qu'on avait ces grands paquebots pour absorber le choc, mais on a vu aussi les limites du paquebot. Comme tout paquebot, il a une limite de capacité. Et il a fallu déporter une partie de ce flux sur le territoire, vers la médecine de ville. On a même mobilisé, je crois, à un moment, des cliniques privées aussi, vers les acteurs médico-sociaux. Comment vous appréhendez cette problématique ? Comment ce numérique et la téléconsultation va pouvoir aussi s'insérer dans cette organisation territoriale, au-delà de, effectivement, j'ai un besoin urgent en tant qu'individu et j'utilise le service.
Mais est-ce qu'il y a des approches territoriales pour mieux coordonner ça, qui intègrent ce type d'approche ? Alors oui, et ça c'est vraiment tout l'enjeu, parce que c'est là, je suis convaincue, et chez mes docteurs on est convaincus, c'est là qu'on va vraiment ancrer les usages dans le temps, parce que c'est quoi les bénéfices dans ce cadre-là ? La télémédecine, ça permet d'interagir entre deux professionnels de santé, entre un professionnel de santé et un patient, donc ça permet d'adresser et de gérer le parcours de soins. Ça c'est le premier bénéfice. Le deuxième, c'est que la télémédecine, ce qu'il ne faut pas oublier, au-delà de la mise en relation, c'est aussi la capacité à partager de la data. Et ça, c'est extrêmement important, justement, dans ces approches territoriales. C'est-à-dire que, quel que soit le professionnel de santé qui va interagir sur la santé du patient, il y aura un partage des données. Donc, alors ça, c'est magique, c'est la vision dont on a tous très envie. Alors, c'est compliqué, pourquoi ? Parce que, évidemment, que comme dans la santé en présentiel, tout ça était un peu siloté. Il y a les hôpitaux qui ont développé leurs solutions, il y a des gens comme nous, des opérateurs de télémédecine, qui ont développé leurs solutions également. Et donc, ça ne communique pas, et donc on ne peut pas bénéficier du partage des données. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a une accélération de Ma Santé 2022, avec tous les sujets d'interopérabilité qui vont permettre du coup de bénéficier de toute cette interopérabilité entre les systèmes, et donc dans les approches territoriales, de mailler vraiment le territoire aussi grâce aux usages du numérique. Donc, et ça, pour nous, c'est important. Donc très concrètement, ça veut dire que vous allez aussi vous interfacer avec le fameux DMP, donc le dossier médical partagé, demain l'espace numérique santé de l'État, parce que Ma Santé 2022, c'est ce plan de l'État numérique en santé qui a connu une très forte accélération. Oui, on a bossé comme des fous, tout le monde. Oui, et je crois qu'on n'en a jamais eu autant besoin. Oui. Il y a une vraie prise de conscience. Pour avoir échangé avec beaucoup de professionnels de santé, ce que j'ai trouvé assez frappant, c'est aussi de dire qu'au-delà du public, chez les professionnels de santé, aussi, il y a cette prise de conscience. Ça, tu le confirmes aussi, côté des médecins, parce qu'évidemment, vous travaillez avec énormément de médecins. On a ce changement de paradigme qui a commencé à s'opérer. Parce qu'on peut se dire les choses. Dans le domaine de la santé, c'était pas là où le numérique était auparavant le plus prégnant ou le plus développé. Absolument. Donc on sent vraiment ce mouvement. Alors, le numérique, il y a encore beaucoup de formations à apporter et d'accompagnement, parce que le numérique, c'est pas juste des outils, c'est aussi des changements de pratique. On a des témoignages de médecins chez nous qui disent, finalement, dans l'urgence, je me suis mis, parce que beaucoup sont mis dans l'urgence avec la crise sanitaire, je me suis mis aux usages, mais sans trop réfléchir à comment j'allais pratiquer, en fait, parce que c'est pas la même manière de faire. Et la difficulté, c'est que les médecins, les infirmiers, les sages-femmes n'ont pas cette formation initiale, et donc du coup ça retombe un petit peu sur des opérateurs comme nous, mais aujourd'hui les académies de médecine et autres commencent à réintégrer ces formations-là, parce qu'encore une fois le numérique c'est surtout des usages, une manière de réorganiser sa pratique professionnelle et pas juste de l'outillage. Oui, c'est pas que de la techno. Et ça c'est important, donc il y a ce mouvement quand même pour aider à conforter ça. Après, sur la coopération entre les professionnels de santé, on sent bien que c'est un mouvement qui commence à être de plus en plus massif, qui est très soutenu par les pouvoirs publics. Les nouvelles générations de professionnels de santé, ils sont très friands de ça. Ils ont envie d'exercer avec d'autres professionnels de santé et de ne plus être dans l'exercice isolé. Donc, ils veulent fonctionner en réseau. Absolument. Bon, après, il y a un exemple très concret, c'est les MSP qui se développent de plus en plus, Maisons de santé pluridisciplinaires. Même si le démarrage a été un petit peu lent. Donc on sent ce mouvement-là. Là, on est encore un petit peu dans les territoires. Nous, on travaille aussi avec les EHPAD. On voit bien qu'on est encore en gestion de crise. Donc c'est compliqué d'installer des projets de coopération alors qu'on est en pleine gestion de crise sanitaire. Mais on sent que les besoins, les envies et les déclics sont là. Et au bénéfice aussi bien des professionnels de santé qui vont pouvoir mieux organiser leur temps que des patients, évidemment. Et du coup, là, Marie-Laure, tu as évoqué cette problématique de gestion, accompagnement du changement, que le numérique, c'était pas tout. Donc là, effectivement, on a vu ce numérique qui s'est déversé de manière massive. Il va falloir faire un peu de rattrapage pour maintenant expliquer. On a mis les gens devant le cockpit, dans l'avion, on leur a dit de voler, donc ils ont volé. Maintenant, on va peut-être faire des cours de rattrapage pour leur expliquer comment ça marche complètement. Donc ça a rendu, on est dans une situation de crise, donc ça a rendu énormément de services. Donc vous amenez cette dimension de professionnalisation, d'accompagnement, de conseil. Et là, pour le coup, on voit que les territoires, ils vont avoir besoin, eux, de faire une séquence de rattrapage
pour former, accompagner les infirmiers, les médecins. Moi, ce que j'entends, et je l'ai entendu encore récemment, où j'avais échangé avec un doyen de faculté de médecine, c'est que les protocoles pour réaliser une consultation sont pas les mêmes en fait. Absolument. Donc il y a tout ça à faire évoluer, il y a tout ce corpus à faire évoluer. Il y a aussi, il faut pas se le cacher, aussi tous les codes d'actes à mettre en place, parce qu'on est dans les négociations conventionnelles avec les médecins, ça s'est arrêté, mais avec d'autres professions, ça continue. Typiquement, une infirmière, on lui dit tu as le droit de faire du télésuivi Covid. Comment elle facture? Ça paraît un peu pragmatique ce que je dis, mais c'est la vie en fait au quotidien. Et tous les projets de territoire qu'on met en place se heurtent à cette difficulté. Alors c'est-à-dire ça va venir, mais il faut accélérer ça. C'est qu'à un moment, il faut bien quand même qu'on puisse facturer son acte quand on est infirmier, médecin, sage-femme ou opticien. Donc voilà, il y a encore tout ça aussi à faire évoluer. Donc le corpus des pratiques et aussi les modèles économiques sous-jacents. Il ne faut pas oublier que c'est un secteur qui est en pleine innovation et que du coup tous les modèles économiques ne sont pas encore là. Et on le voit bien aussi avec ce débat sur l'hospitalo-centré dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a des équilibres économiques à retrouver entre la médecine de ville et l'hôpital sur certains parcours de soins. Oui, donc on va avoir une évolution. Alors, selon toi, elle est durable. Là, je m'adresse aussi à la vice-présidente sur la partie télémédecine de l'Association des entreprises de télémédecine. Cette évolution, elle va être durable ou pas? Alors ça sera probablement entre les deux, mais... Alors oui, en plus je suis normande, donc tu poses une question à normande, donc voilà, donc oui, ce sera durable si on s'attaque vraiment au sujet de fond, c'est-à-dire si on cherche quels sont les meilleurs bénéfices de la télémédecine en complément de la présence. C'est très important, tu le rappelais tout à l'heure. La télémédecine n'a pas vocation à remplacer la médecine en présentiel. Évidemment, elle est là juste pour l'aider. Et donc, il ne faut pas se contenter de cette gestion de crise un peu à la demande de la téléconsultation, de la télémédecine. Il faut vraiment, ça va être durable si on s'inscrit vraiment dans des parcours qui sont des parcours qui apportent de la valeur à tout le monde et à chacun. Du coup, on l'a vu dans cet extrait du baromètre, les Français ont massivement plébiscité l'usage du numérique. Il y a eu récemment des assises citoyennes organisées par le ministère de la Santé qui confirment cette tendance où les Français sont très en demande maintenant de numérique en santé. Et on voit ressortir, et d'ailleurs les médias l'ont beaucoup relayé, et ça m'a frappé durant cette crise, le sujet de la confiance. La confiance au sens large et de la confiance numérique également. C'est une des thématiques qu'on va adresser tout à l'heure sur une de nos tables rondes, très concrètement. On a une séquence prévue sur la partie cyber. Mais du coup, vous le ressentez également, cette tendance du point de vue global, national. C'est une préoccupation maintenant pour les opérateurs comme vous ? Alors, pour les opérateurs comme nous, c'est essentiel. D'ailleurs, la baseline de Médocteurs, c'est votre guide de confiance. C'est bien parce qu'on a pleinement conscience qu'il n'y a pas d'usage sans confiance. Après, c'est toujours un petit équilibre. Et pour l'instant, on est toujours là-dedans. C'est que on se rend bien compte qu'il y a toujours le patient comme le médecin font toujours un équilibre entre les risques et les opportunités. C'est-à-dire qu'on est prêt à se lancer, à partager des données si on voit qu'en termes d'usage à titre personnel, ça nous apporte quelque chose. On le voit tous à titre personnel avec Google. On a filé toutes nos données à Google parce que ça nous rendait bien service. Voilà. Donc ça, c'est les arbitrages, je dirais, individuels. Nous, en tant qu'entreprise, c'est notre cœur de positionnement. On est là pour inspirer la confiance. Et comment on le fait? On le fait en respectant un certain nombre de règles. On le fait aussi avec un souci de la transparence et de la communication. Et ça nous paraît important. Mais les sujets de la confiance dans le numérique nécessitent d'y être un tout petit peu aussi aguerris. Aujourd'hui, parler de données de santé à un patient, c'est pas toujours facile. Donc, il faut faire beaucoup de pédagogie. Et le ministère de la Santé est en train de le faire par ailleurs avec la grande campagne pour ma santé, je dis oui au numérique. Donc, pour commencer aussi à expliquer tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, en plus, on est dans une période de crise. L'arbitrage besoin par rapport à la sécurité des données et autres est parfois pas toujours extrêmement conscient. Oui, voilà. J'entendais récemment la représentante des usagers à la PHP qui disait qu'effectivement, on était beaucoup plus ouverts, que les usagers étaient beaucoup plus ouverts à partager leurs données, mais qu'ils avaient besoin de comprendre, qu'on fasse de la pédagogie. Pour leur dire finalement à quoi vont servir ces données.
Et qu'à partir de là, effectivement, si c'est pour une meilleure prise en main en termes de soins, une meilleure fluidité dans le parcours, voire une aide très concrète pour améliorer des traitements sur des maladies Absolument. un peu compliquées. Alors, nous, on l'a vécu, David, parce qu'avec la crise, on transmet nos données à l'Institut Pasteur et on a demandé, bien sûr, le consentement à nos patients. Et donc, très massivement, ils ont répondu présent à l'appel. Et effectivement, dans le cadre de la recherche scientifique autour de la Covid, les patients ont très majoritairement dit oui.